suis honoré d'être là, parmi vous, à côté de Khadija Riyadi. C'est un honneur pour moi parce que, pour moi, Khadija Riyadi, elle a honoré le Maroc et le peuple marocain par ce prix qu'elle a eu de la part de l'ONU, donc le prix des droits de l'homme 2013. Et donc, voilà pourquoi je dis que je suis aussi heureux d'être à ses côtés et puis heureux d'être parmi vous. Et je remercie, donc je joins Khadija Riyadi pour dire mon grand merci aux organisateurs, à la TMF, à la Ligue des droits de l'homme, à la MDH et à la CNT qui organisent donc ce débat. La FSU, je m'excuse pas, voilà, bon. Mais tous les organisateurs, pour aller vite. Que dire sur la situation au Maroc? Khadija Riyadi a dit beaucoup de choses, donc je ne serai pas aussi complet qu'elle. Je vais revenir sur des faits pour justement essayer de clarifier quelques positions prises par les uns et les autres dans ce domaine de défense des droits de l'homme au Maroc. Parce que la défense des droits de l'homme au Maroc, c'est un gros chapitre. Et dire le rôle des associations telles que la mienne, l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, qu'on a créée ici en 84, donc à Paris, par les démocrates, les exilés, les réfugiés politiques au Maroc de l'époque, donc sous le feu de Hassan II, le feu au sens propre du mot, les années de plomb. Et c'est vrai qu'avant l'ASDOM, avant la voix marocaine, donc des défenseurs des droits de l'homme marocains ici en France, ou en Europe en général, il y avait les démocrates français qui portaient ce flambeau de défense des droits de l'homme au Maroc, tels que les comités de lutte contre la répression au Maroc. Ça, c'est connu. Il n'existe plus, malheureusement, ces comités de lutte contre la répression au Maroc, mais je connais toujours des grands militants, des grands démocrates français qui ont contribué donc à l'amélioration, entre guillemets, à cet espace de liberté que le Maroc a acquis, que Khadija a développé tout à l'heure dans son intervention, parce qu'il faut savoir que l'État marocain ne réagit que sous la pression, malheureusement, que sous la pression. C'est-à-dire qu'il n'a pas, dans ses objectifs, dans ses projets nationaux, il n'a pas l'intérêt du citoyen, du bonheur du citoyen marocain. Par contre, quand il voit que la pression arrive sur lui, là, il lâche un peu de l'est. Il a fait à 2 reprises. Alors, je commence par la fin, pour revenir un peu en arrière. La fin, c'est l'avènement du mouvement 20 février, que Khadija a décrit un peu dans son intervention. Le mouvement 20 février, c'est ce mouvement qui était dans le cadre des mouvements qu'a connu donc la région Maghreb et Orient, où les jeunes marocains, et les moins jeunes d'ailleurs, les partis politiques démocratiques, progressistes, les associations de défense des droits de l'homme, sont sortis pour imposer des réformes et des choix. L'État marocain était obligé de céder sur des points et avancer quelques initiatives. On en parlera tout à l'heure, concernant les conseils, surtout les conseils que l'État a mis en place, que pour moi restent des coquilles vides, et j'en parlerai tout à l'heure en parlant du Forum mondial des droits de l'homme. Ça fait partie de cette série d'initiatives que le Maroc essaye pour capter l'intérêt et de l'opinion internationale. Deux événements dernièrement, pour revenir à l'impunité, au sujet d'aujourd'hui, l'impunité qui est donc encouragée par l'État marocain. Cet été, 2 militants marocains, 2 jeunes, de la MDH, du mouvement 20 février, ont été arrêtés et passés donc dans un procès, condamnés à des peines de prison ferme pour avoir osé déposer plainte contre ce qu'ils allèguent être leurs tortionnaires, c'est-à-dire des agents de l'État marocain qui les ont séquestrés dans une voiture, notamment pour la jeune Wafa Sharaf, que je présente ici, sous forme de carte postale, parce que j'en parlerai tout à l'heure. Cette jeune militante de la MDH et de la Voix démocratique à Tanger, militante syndicaliste aussi, parce que, et
parmi le mouvement féminin, enfin, des femmes à Tanger, a été arrêtée et séquestrée par des agents de l'État qu'elle a reconnus. Et au moment où elle a été déposée plainte, la plainte s'est retournée contre elle. L'État l'a transformée en victime, enfin de victime, et l'a transformée pour nous, en victime des droits de l'homme, parce que l'État l'accuse de diffamation contre les agents des forces de l'ordre marocaines. Et donc elle se retrouve en procès. Elle a été jugée en première instance à 1 an de prison ferme, et le parquet a fait appel. Elle se retrouve avec 2 ans de prison ferme, avec un camarade à elle aussi, un ancien militant de la gauche marocaine qui a subi les affres de Hassan II, Boubacar el-Chabdichi. Lui, il a été libéré en première instance et acquitté, relaxé ou acquitté en première instance, mais en appel, il prend 1 an de sursis. Donc voilà le premier cas. Le deuxième cas, un jeune militant toujours du mouvement 20 février et de la MDH, à Casablanca cette fois-ci, Oussama Husni, lui-même, dans une vidéo, dit avoir été torturé par des agents en citant les gens. La police lui tombe dessus et lui fait monter donc un procès. Lui aussi, il tombe sous le coup de... Donc, c'est-à-dire que l'État marocain encourage l'impunité d'une façon claire et nette. Ça veut dire que vous êtes citoyen marocain, vous n'avez pas le droit, même si vous êtes atteint dans votre chair, dans votre... voilà, votre vie, vous n'avez pas le droit de citer, d'accuser quiconque de l'État marocain. Enfin, quiconque qui a des responsabilités dans sa vie. Pour parler de l'impunité en général, donc j'ai pris ces deux cas récents, mais c'est lié aussi à un climat depuis 3 mois, 4 mois, et Human Rights Watch aujourd'hui même a sorti un grand communiqué où elle a cité toutes les atteintes récentes. C'est même pas 4 mois, c'est 3 mois, 4 mois, où les interdictions tombent comme de la pluie. Les interdictions de toute activité associative, y compris de la MDH, ici représentée par Khadija. Amnesty International, section du Maroc, n'a pas échappé aussi. Elle a été interdite alors qu'elle a l'habitude, Amnesty International, d'organiser des camps de formation au Maroc. Cette année, niet. La MDH, n'en parlons pas, 40 sections de la MDH ont été interdites formellement d'assurer des activités sportives, culturelles, quel que soit le type d'activité associative. La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme aussi. Voilà quelques exemples, et Human Rights Watch a sorti aujourd'hui un communiqué hier, je crois qu'il est publié sur leur site, détaillant toutes ces interdictions. Tout ça est venu suite au discours du ministre de l'Intérieur le 15 juillet devant les conseillers, enfin, la Chambre des conseillers marocains. Dans son discours, il a réservé la grande partie de son discours à l'attaque, mais frontale, envers ces associations qui se battent pour améliorer les situations des droits de l'homme au Maroc. Que dit le ministre de l'Intérieur? Clairement, que les associations de défense des droits de l'homme au Maroc font le jeu de l'ennemi de l'étranger. Une vieille rengaine qui revient. C'est-à-dire que les associations de défense des droits de l'homme entravent l'action de l'État marocain quand il s'agit de combattre le crime, le terrorisme, et ils rajoutent en plus l'intégrité territoriale du Maroc, etc. Comprenez le Sahara marocain, le Sahara occidental. Dans son discours, il accuse les associations de défense des droits de l'homme d'être des agents de l'étranger. On revient maintenant en arrière, et c'est là où quand je disais une vieille organe donc revient. Quand Hassan II, à l'époque des années de plomb, quand la SDOM a été créée ici en France justement pour crier contre ça, tous les militants à l'époque ont été taxés d'agents de l'étranger. Parce qu'avant 89, avant la chute du mur de Berlin, il y avait le drapeau qu'on agite à l'époque, la peur du
communisme, l'ennemi rouge. Et donc tout défenseur des droits de l'homme, à l'époque, défenseur des droits de l'homme au Maroc, était taxé automatiquement d'ennemis de la nation et donc d'agents de l'extérieur. Et voilà que ça revient en boucle. On tombe dans le même discours pour dire, voilà, stop, un citoyen marocain doit être là à courber l'échine et baiser la main et dire oui, oui, oui à tout ce que l'État propose. Les initiatives maintenant, je reviens aux initiatives. Pour illustrer ce phénomène de l'impunité. Et je disais tout à l'heure que l'État marocain réagit toujours sous la pression. 89, c'était donc la chute du mur de Berlin. Il y avait une conscience prise donc au niveau national, au niveau international. Il y avait une pression telle que Hassan II a été obligé de lâcher du lest, parce que, rappelez-vous, à l'époque, il y avait la sortie du livre Gilles Perrault, pour revenir un peu au rôle joué ici par les démocrates français, en général. En général. Il y a eu une solidarité internationale, et c'est là où je remercie toutes les associations françaises et étrangères, enfin, par rapport au Maroc, bien sûr, de porter ce combat avec nous. Parce que nous avons besoin de sa solidarité. Et le livre de Gilles Perrault, à l'époque, notre ami le roi, a donné un souffle, a donné une aire, un souffle, un ballon, enfin, un ballon d'oxygène pour les Marocains. D'où les quelques marges de liberté dont a parlé Khadija Riali tout à l'heure. C'est grâce à ces mobilisations que l'État a été obligé de lâcher du lest. Sauf que, maintenant on va voir les initiatives. Comment le Maroc présente ses avancées, on va dire, entre guillemets. Il a commencé par, c'était Hassan II déjà, avant de parler de Mohamed VI et les initiatives que Khadija a citées tout à l'heure. Hassan II a pensé tout de suite à modifier le préambule de la Constitution marocaine, en 96 déjà. Dans le préambule, il va insister sur le fait que le Maroc reconnaît donc les droits de l'homme, enfin applique les droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus, il s'engage à mettre donc en place les droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus mondialement. Il a créé le CCDH, le Conseil consultatif des droits de l'homme, pour essayer de tourner la page des années du plan. Mais le problème, c'est que, et on va le voir, même dans les initiatives qui vont suivre, c'est toujours au moindre prix politique. C'est-à-dire, je m'engage, je fais des initiatives, j'embellis un peu la façade démocratique, et je montre à l'opinion internationale que le Maroc s'ouvre sur la démocratie, un Maroc qui devient un État de droit, et il va falloir juste le consolider, parce que de la bouche des officiels, et de quelques acolytes, bien sûr, des officiels marocains, on n'entend que consolider la démocratie au Maroc, l'État de droit. C'est-à-dire qu'on a déjà un État de droit, il suffit de le consolider un peu, et c'est bon. Et on est dans la communauté internationale, avec tout ce qu'il faut comme institution. Nous avons un Parlement avec 2 chambres, nous avons des élections, nous avons un multipartisme au Maroc, nous avons des associations des droits de l'homme à n'en finir. Nous avons un pays où la société civile, vraiment, voilà, comme un exemple à donner. Et justement, maintenant dans les initiatives, quand on va les présenter, on dit l'exception marocaine. Quand le mouvement a commencé en Tunisie, en Égypte, etc., non, l'exception marocaine, c'est parce que le Maroc a devancé ces pays depuis longtemps. Lui, il a fait sa transition démocratique bien avant la Tunisie. En parlant justement de ces initiatives de CCDH, la modification la première modification en 1996 de la Constitution marocaine, et on va venir avec l'IER, après la mort de Hassan II, donc l'arrivée de son fils Mohamed VI au trône, donc on va arriver à l'apogée de ces initiatives, qui est donc l'instance équité et réconciliation. Mais c'est toujours sous la pression de la rue, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, et sous la pression, bien sûr, des démocrates français et autres, qui se battent avec nous pour que les choses s'améliorent. L'IER, équité et réconciliation,
au début, comme Khadija l'a dit, c'était une revendication du mouvement de défense des droits de l'homme au Maroc, mais c'était justement pour aller au fond des choses, c'est-à-dire la vérité d'abord et la justice. Parce que sans vérité, sans justice, on ne peut pas construire une société sur des mensonges. On ne peut pas. Jean Jaurès disait, en s'adressant à un public jeune il y a longtemps, il disait que le courage, c'est de dire la vérité et de ne pas aller applaudir les contre-vérités, les mensonges. Le Maroc a choisi l'autre camp. Pour lui, il présente ça comme disant la vérité, mais en fait, c'est une vérité bancale. C'est une vérité mensongère. Et on ne peut pas construire une société marocaine saine sur des mensonges. Parce que le mensonge, comme la vérité, se sache à un moment donné. Et qui va payer les pots cassés? Bien sûr, c'est le peuple marocain. Mais aussi, l'État marocain, les responsables marocains vont payer un jour ou l'autre. Donc, nous avons tous intérêt à dire la vérité. Même s'il est blessante, la vérité. Il faut la dire, la vérité. Nous avons été, enfin le peuple marocain, comme tous les peuples d'ailleurs du monde, ont été victimes d'atteintes aux droits de l'homme. Et il faut dire la vérité, même si elle est dure à dire, il faut la dire. Le Maroc a choisi de ne pas dire la vérité, enfin de dire sa vérité à lui. Il a choisi de continuer sur la voie de l'impunité. Donc non à la justice. C'est pourquoi, dans cette instance équité et réconciliation, dans les années 2004-2006, pendant cette instance équité et réconciliation, ils étaient interdits formellement aux familles de victimes ou aux victimes ou les ayants droit de prononcer quelques noms de tortionnaires ou de responsables sur des crimes du passé. Ils appellent ça réconciliation, c'est-à-dire qu'ils disent aux familles, aux victimes, nous sommes prêts à indemniser, à vous réhabiliter, d'accord, mais voilà, passez l'éponge, ne dites rien sur les responsables, pas de justice, et donc c'est pourquoi on n'a jamais entendu le terme justice ni vérité dans la littérature de cette équité et réconciliation. Déjà, le mot équité et réconciliation, ça ne veut pas dire justice et vérité et justice. Alors que les défenseurs des droits de l'homme et les victimes elles-mêmes réclamaient la vérité et la justice. C'est pas par vengeance. C'est pas par vengeance. Quand je réclame vérité, c'est que le tortionnaire ou le criminel en face de moi, le responsable c'est qu'il y ait une confrontation. Voilà ce que réclamaient les victimes et les défenseurs des droits de l'homme. Qu'il y ait une confrontation entre les responsables, les criminels et les bourreaux et le responsable. Comme ça a été le cas de l'Afrique du Sud. Le Maroc dit avoir pris l'exemple de l'Afrique du Sud, mais loin de là. Sa commission dite vérité n'a de vérité que le nom. C'est une instance équité réconciliation qui n'a rien à voir avec la vérité et la justice réclamée par les victimes et leurs familles. On est loin de l'exemple de l'Afrique du Sud, on est loin de l'exemple de l'Argentine et des autres États de l'Amérique latine. Le Maroc a choisi ça pour embellir sa façade, pour vendre à l'étranger, à la communauté internationale, à l'opinion internationale, une façon d'agir marocaine, Et c'est pourquoi on entend souvent l'exception marocaine. Et c'est pourquoi je dis à nos amis français, à nos amis étrangers, que attention à ce qu'on vous vende, parce que c'est du bluff, et c'est des poupons, c'est n'importe quoi, et parce que la réalité est loin d'être rose au Maroc. Si on creuse un peu, si vous vous rendez un jour au Maroc, vous allez voir, allez chez les familles, allez voir dans les quartiers, vous allez voir la réalité. La vraie réalité des Marocains. On est encore loin de cette réconciliation. On ne peut pas réconcilier une société marocaine avec ces mensonges-là. Après le CCDH, donc, il vient le CNDH. Là, on monte un peu d'un cran, il devient le Conseil national des droits de l'homme avec d'autres prérogatives. Et ça, c'est suite, bien sûr, au mouvement 20 février. Ça aussi, après une pression faite par le mouvement 20 février, qui est présidé par un certain Driss Iliazami. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Le Driss Iliazami, il a fait ses premières armes ici, en France, en tant qu'ancien exilé marocain.
en tant qu'ancien victime de la répression marocaine. C'est un défenseur des droits de l'homme qui a fait bien sûr sa carrière à la Ligue des droits de l'homme, ensuite à la Fédération internationale des droits de l'homme et au réseau euro-méditerranéen. Comme à l'IER, le Maroc, la même chose, l'État marocain a choisi une ancienne victime de la répression pour présider l'IER, pour vendre cette image. Voilà, je travaille avec les anciennes victimes du Maroc, et donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce sont les anciennes victimes. L'ancienne victime, feu Driss Eliazami, Driss Benzikri, lui aussi était une ancienne victime. Il a été appelé à la tête de cette IER, de cette instance équité et réconciliation. De la même façon, le CNDH, on va mettre à sa tête une ancienne victime de la répression, de l'exil, Driss Eliazami. Et c'est lui-même, Driss Eliazami, on va le retrouver dans d'autres conseils que le Maroc a créés à l'occasion de ce mouvement 20 février, tel que le Conseil économique et social. Même s'il ne siège pas beaucoup, mais en tout cas, il y est. Il va être appelé aussi, c'est comme un Zorro marocain, voilà, on va agiter Driss Eliazami un peu partout. On va l'appeler aussi au secours de la commission pour la Constitution, pour la réforme constitutionnelle, la nouvelle Constitution, c'est Driss Eliazami aussi, derrière. Et maintenant, il est aussi à la tête du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Il est président par-ci, président par-là, président par... Driss Eliazami, c'est comme une carte joker qu'on sort à chaque fois qu'il s'agit des atteintes des droits de l'homme au Maroc. Et derrière lui, bien sûr, il n'y a pas que Driss Eliazami en tant que personne. Moi, j'ai rien contre la personne. C'est un ami à moi, je le connais très bien. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré la dernière fois à l'Institut du monde arabe avec son ami Tubiana de la Ligue des droits, enfin, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, qui est maintenant président du réseau euro-méditerranéen, la Ligue des droits de l'homme, enfin, réseau euro-méditerranéen. Je les rencontrés tous les deux dans une conférence à l'Institut du monde arabe, quand Driss Eliazami est venu vendre l'idée, la grande idée maintenant, du Forum mondial des droits de l'homme au Maroc, à Marrakech. Et oui. Et Tubiana, que je respecte beaucoup, je lui emprunte une phrase. Il a dit que nous, les défenseurs des droits de l'homme, en parlant bien sûr des défenseurs des droits de l'homme, nous sommes des éternels insatisfaits. C'est que, quel que soit l'État, quel que soit le pouvoir en place, il est amené, bien sûr, à user de son pouvoir. Et donc, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes des garde-fous et nous sommes toujours des insatisfaits. C'est-à-dire, on est là pour réclamer, revendiquer, et on ne s'arrête jamais, quel que soit l'État en place, quel que soit le pouvoir en place, même si ce sont nos amis. Et c'est ça, l'intégrité d'un défenseur des droits de l'homme. Il faut être intègre, il faut être courageux de dire la vérité, même si elle est blessante, et même si le pouvoir est occupé par les amis les plus proches. Parce que quand on instrumentalise la défense des droits de l'homme, là on est mal barré. Quand on est partisan et qu'on utilise les droits de l'homme comme le font les États, ils instrumentalisent les droits de l'homme, comme ce que fait le Maroc, et il excelle dans ce domaine-là, en créant ces institutions étatiques, en mettant des anciennes victimes des droits de l'homme à la tête de ces institutions, voilà, pour acheter une paix sociale. Mais ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. À l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire, on ne peut pas mentir éternellement à un peuple qui est affamé, à un peuple qui est sous la pression quotidienne, etc. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, pour revenir à cette idée de forum mondial, Khadija en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que moi je respecte les avis des uns et des autres, les positions des uns et des autres. Nous, en tant qu'ASDOM, nous avons décidé de ne pas y aller. Parce que faire un forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, avec toute la connotation de... Qu'est-ce qu'on entend par Marrakech après? Par Marrakech après. Est-ce qu'on va faire du tourisme des droits de l'homme à Marrakech? Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire, comme un bien. Et là-dedans, vous allez voir qu'il y a même de l'escroquerie intellectuelle, parce qu'il y a des gens qui ont été contactés, et je vais vous dire un nom, rien qu'un nom, Leila Shahid, la représentante de la Palestine
à l'Europe, a été contactée, effectivement, pour qu'elle fasse partie de ces avis. Elle a décliné et pourtant, elle est affichée, elle est annoncée parmi les personnes invitées et censées être là. Et donc, voilà, je ferme la parenthèse. Il n'y a pas que elle, malheureusement. Il y en a d'autres, parce que c'est l'affichage au Maroc. C'est de l'affichage. Il faut mettre les noms qui s'indiquent, comme Johnny Clegg, parce qu'il n'y aura pas que le discours des droits de l'homme, il y aura de la musique, il y aura un peu de... Voilà. Et donc, pour nous, Marrakech, non. On ne va pas jouer les bouffons. On laisse Marrakech à Jamel Debbouze, avec son club Marrakech. Non, merci. Nous, on aurait espéré que nos amis, et ça c'est le reproche que je fais amicalement et avec camaraderie à nos amis marocains, les partenaires avec lesquels on travaille, j'aurais espéré qu'on aurait aimé qu'on soit en dehors de ce forum et organiser quelque chose de la société civile, la vraie société civile, en parallèle de ce forum pour dire non, il n'y a pas que ce forum officiel, il y a d'autres défenseurs des droits de l'homme. Et le message va passer de la même façon. Parce que l'argument qui dit que de l'intérieur, on va toucher les 5000 invités, parce qu'il y en a 5000 qui vont aller à Marrakech, entre les institutionnels et les défenseurs des droits de l'homme et toute la société civile, etc. Pour les toucher, on peut les toucher de l'extérieur. On n'est pas obligé d'être à l'intérieur pour toucher parce que de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe de l'intérieur? On va nous écouter. Il n'y a pas de problème. On va nous écouter de l'intérieur. Mais est-ce qu'ils vont nous entendre? Non. En plus, notre voix, elle va être inaudible. C'est comme l'expérience scientifique, je ne sais pas s'il y a des scientifiques parmi vous, la cloche de Newton. La cloche de Newton, quand on fait une cloche vide à l'intérieur, on n'entend pas le bruit, on n'entend pas le son. Le son ne se propage pas dans le vide. Et donc, cette expérience continue à être véridique, à être scientifique. Et pour faire entendre notre voix, moi je préfère la dire de l'extérieur, comme avec vous, ici, avec mon site internet, et faire un peu de bruit. Malheureusement, je ne suis pas sur place, je donne beaucoup de courage, je leur fais, je leur tire chapeau à mes amis qui sont au Maroc, qui se battent, on va dire corps à corps au Maroc, et pour cela, oui, on peut les applaudir parce qu'ils ont beaucoup de boulot, ces gens-là au Maroc. Ils ont beaucoup de boulot. Ils ont de la matraque sur la tête et ils continuent. Et c'est pourquoi j'étais étonné de voir quelques-uns aller à ce forum Marrakech. C'est vrai qu'ils vont dire les choses que je suis en train de dire ici, de la même façon. Mais j'aurais aimé les voir dehors, parce que le Maroc, l'État marocain va utiliser justement leur présence à ce forum pour dire voilà, le Maroc s'ouvre sur tout le monde, même sur ses détracteurs, même sur ses opposants, ils sont là, et comme il a fait avec l'IER, avec le CNDH, il va le faire avec le forum mondial, et on va entendre parler que de ça, et merci.